Friedrich Merz affirme que l'Allemagne fera payer le prix fort aux auteurs d'attaques hybrides, alors que l'enquête s'élargit sur un acte de sabotage présumé à l'aéroport de Leipzig. Une violente tornade a ravagé lundi le village de Poma, au sud de Carcassonne, faisant une quarantaine de blessés et endommageant environ 300 maisons. Le chancelier allemand Friedrich Merz met en garde les auteurs d'attaques hybrides contre son pays, alors que l'enquête se poursuit sur un acte de sabotage présumé à l'aéroport de Leipzig. Deutschland schreckt ab. Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen. Au début du mois, la découverte d'un drone près d'un avion cargo ukrainien avait entraîné des déroutements de vol. L'un des avions déroutés est ensuite entré en collision avec un objet volant non identifié, avant d'atterrir sans encombre à un autre aéroport. Nouveau rebondissement 10 jours plus tard, les enquêteurs découvrent un troisième drone près de l'aéroport de Leipzig, ainsi que 50 grammes d'un puissant explosif à proximité. En dehors de l'aéroport, les agents ont également découvert une antenne et des composants électroniques fixés à un arbre, qu'ils soupçonnent d'être un dispositif de contrôle de drone. Des traces de terre brûlée et des fragments métalliques semblent également indiquer le lieu d'une explosion. Les autorités allemandes ont à plusieurs reprises soupçonné la Russie d'orchestrer des campagnes de sabotage, d'espionnage et de désinformation, bien que Moscou ait nié toute implication. En 2025, le service allemand de navigation aérienne a enregistré 144 survols de drones. L'économie allemande a progressé plus que prévu au deuxième trimestre. Entre avril et juin, le PIB a augmenté de 0,3% par rapport au trimestre précédent, contre une estimation initiale de 0,2% selon les chiffres révisés par l'Office fédéral des statistiques. En glissement annuel, le PIB a augmenté de 1% contre 0,9% précédemment. Cette progression a notamment été soutenue par les exportations en hausse de 2%, tandis que la consommation des ménages et les dépenses publiques n'ont augmenté que de 0,1%. L'industrie montre également des signes d'amélioration. La production manufacturière a augmenté de 0,9%, tirée par les secteurs de la chimie et la fabrication d'équipements électriques. Autre signal encourageant, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est passé de 86,7 points en juillet à 88,8 points en août. Toutefois, les prix élevés de l'énergie et la faiblesse de la demande intérieure restent des facteurs de risque. Le gouvernement allemand table désormais sur une croissance économique de 0,5% en 2006, en baisse par rapport à sa précédente prévision de 1%. En Indonésie, à Sumatra du Sud, ils sont venus demander de l'aide au ciel. Près de 3000 personnes se sont réunies pour une prière islamique spéciale afin d'implorer la pluie, alors que la province est confrontée à une sécheresse et à des incendies de plus en plus importants. Dans la cour du siège du gouverneur, habitants et responsables religieux ont prié ensemble. Autour d'eux, la fumée des incendies enveloppe déjà les routes et les bâtiments, réduisant fortement la visibilité. Pour le gouverneur Herman Deru, cette prière vient en complément des opérations menées pour lutter contre les feux et faire face à la sécheresse. Mais elle est aussi, dit-il, un moment pour rassembler les habitants face à cette crise environnementale. L'île de Sumatra du Sud compte le plus grand nombre de foyers recensés en Indonésie avec plus de 1400 points chauds. En juillet, près de 100 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Et alors que les incendies se poursuivent, les habitants n'attendent désormais plus qu'une chose, que la pluie finisse par tomber. Au moins 39 personnes ont été blessées et près de 300 maisons endommagées par le passage d'une tornade lundi soir dans le village de Poma dans l'Aude. Les secours ont été mobilisés toute la nuit dans cette commune d'environ 1000 habitants, située entre Carcassonne et Limoux. 2 personnes ensevelies sous les décombres d'une maison ont été retrouvées légèrement blessées par les sapeurs-pompiers durant la nuit. Selon la préfecture, les opérations de reconnaissance et de vérification étaient toujours en cours mardi matin, impliquant 75 sapeurs-pompiers et des spécialistes venus en renfort. Mardi matin, plus de 7000 foyers du Languedoc-Roussillon étaient toujours privés d'électricité. Météo France a indiqué que les vents avaient atteint jusqu'à 117 km/h dans le village d'Arquette-en-Val, à quelques kilomètres à l'est de Poma. La tornade s'est abattue au moment où une partie du sud-ouest était en vigilance orange pour des orages. Les intempéries ont fortement perturbé le trafic routier, ferroviaire et aérien, provoquant des retards et des annulations de vols dans les aéroports de plusieurs villes de France.
D'ordinaire paisible, la station des Deux Alpes était au cœur d'une polémique il y a quelques jours, suite à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et dans laquelle la gérante de cette buvette tient des propos antisémites. Nombreux. C'est qui on est trop nombreux, madame? La communauté juive, vous êtes trop nombreux. Et alors? C'est qu'à un moment donné, ça excède les gens. Ça excède les gens? Mais bien sûr. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête après cette affaire, mais cet incident a jeté un froid dans la station, où se rendent chaque été depuis des décennies des familles juives orthodoxes. Disons que ça met une mauvaise ambiance sur la station. Ils ne coopèrent pas du tout, ils ne participent à rien, ni restauration, ni bar, ni activité. Enfin, juste les activités des enfants, les jeux, c'est tout. Cette affaire a également délié les langues et mis en lumière des points de crispation qui peuvent exister dans les Alpes entre la population locale et certains vacanciers. Il y a d'autres personnes, même quand on marche dans la rue avec les enfants, qui parlent mal aux enfants parce qu'ils ont des kippotes. C'est-à-dire que les gens sont frustrés, qu'il y a des enfants, qu'il y a beaucoup de juifs. Donc c'est pas la seule finalement. Quand j'étais à Tignes, il y avait des problématiques sur par exemple la piscine, sur le fait de devoir se baigner, que les hommes, que les femmes, il fallait que les maîtres nageurs soient du même sexe que les baigneurs. Et c'est vrai que c'est des fonctionnements qu'on n'a pas, donc qui peuvent, je ne sais pas si conflit c'est le bon mot, mais en tout cas il y a une nécessité d'ajustement et des fois c'est des points bloquants tout simplement. Le maire de l'Alpe d'Huez a lui aussi réagi à la polémique. Il dit se souvenir de moments de tension dans le passé, mais il assure que depuis la situation s'est largement améliorée. Le téléphone portable sera bien interdit dans tous les lycées de France à la rentrée. La porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a confirmé ce lundi la décision du président Emmanuel Macron de promulguer la loi qui contient cette mesure. L'interdiction, par exemple, des portables dans les lycées a été validée par le Conseil constitutionnel. Et donc, le président de la République a pris la décision de promulguer la loi censurée sans les articles censurés, cela va de soi, pour appliquer avec un cadre juridique stabilisé les outils qui ont d'ores et déjà été validés. Dit autrement, l'interdiction des portables dans les lycées pourra être effective dès la rentrée avec un cadre juridique stable, consolidé et législatif. Des exceptions pourront être instaurées pour permettre des usages pédagogiques ou s'adapter à certaines nécessités administratives, ainsi que pour les étudiants inscrits dans des formations dispensées dans les lycées, par exemple les préparations au concours des grandes écoles. Cette mise en application va cependant se faire sans l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, censurés par le Conseil constitutionnel plus tôt ce mois-ci. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a d'ores et déjà annoncé une nouvelle rédaction de ce texte qui prendrait en compte les remarques de la plus haute instance juridique de l'État. Des armes et quelques accords. Lors de sa visite à Kiev, son premier déplacement à l'étranger depuis son entrée en fonction en juillet dernier, le Premier ministre britannique Andy Burnham s'est fendu de quelques notes d'un morceau des Smiths pour remonter le moral des troupes ukrainiennes. Le Premier ministre britannique a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle on le voit assis dans un studio d'enregistrement mobile appartenant à l'unité militaire et artistique de Kiev qui se produit sur le front dans les hôpitaux et les centres de rééducation. Andy Burnham s'est rendu dans la capitale ukrainienne à l'occasion du 35e anniversaire de l'indépendance du pays, ainsi que pour assister à la réunion de la coalition des volontaires qui rassemble les alliés de Kiev face à Moscou. Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis doubleraient les droits de douane sur les véhicules canadiens à partir de 2027, accusant Ottawa de profiter des États-Unis depuis des années. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, Donald Trump a écrit qu'à partir de janvier prochain, les droits de douane sur les automobiles, les pièces automobiles et l'acier canadien seraient portés à 50% à la place des 25% en vigueur actuellement. Ces menaces interviennent dans un contexte de guerre commerciale croissante entre les deux voisins qui a atteint son paroxysme vendredi après l'échec des négociations visant à éviter l'application des droits de douane de 50% sur certains produits canadiens, les deux parties s'accusant mutuellement de tenter d'imposer des modifications de dernière minute. Selon le Premier ministre canadien Mark Carney, le Canada a été contraint de se retirer d'un accord défavorable.
Ces droits de douane entrés en vigueur samedi concernent des produits d'une valeur estimée à 20 milliards de dollars. Mark Carney a averti qu'Ottawa riposterait dollar pour dollar aux droits de douane américains afin de protéger les travailleurs et les entreprises canadiennes. Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump exerce une pression économique intense sur Ottawa. Il a même suggéré que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Ce samedi, les Islandais vont décider s'ils veulent relancer les négociations pour rejoindre l'Union européenne. Un oui permettrait de reprendre les discussions avec Bruxelles, un non refermerait une nouvelle fois la porte de l'UE. L'Islande avait pourtant fait acte de candidature en 2009, en pleine crise financière, mais 4 ans plus tard, avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition eurosceptique, les négociations avaient été suspendues. À cette date, l'économie islandaise s'était largement redressée et le soutien de l'opinion publique à l'adhésion à l'Union s'était également estompé, la pêche constituant un sujet de discorde. Depuis, le contexte a changé. Fin 2024, un gouvernement pro-européen dirigé par Kristrún Frostadóttir est arrivé au pouvoir et a remis la question de l'adhésion sur la table. Depuis lors, des événements géopolitiques majeurs ont redessiné le paysage international, notamment la menace du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland et la transformation de l'Arctique en zone stratégique pour les terres rares, ce qui a fait d'une coopération plus étroite avec l'UE un élément clé pour la sécurité de l'Islande. Les derniers sondages d'opinion indiquent que les résultats devraient être très serrés.